Donc la première question, c'est pourquoi désirer aujourd'hui le robot dans notre environnement et comment spécifiquement nous allons pouvoir l'intégrer socialement et culturellement alors qu'il reste, et il doit rester peut-être, la perception d'un autre qui n'est pas humain et donc qui est de l'ordre de l'artefact. Cette idée de donner la parole communicante à des statues, puisqu'on ne savait pas les faire bouger, c'est des choses qui existent depuis toujours. Et bon, on est ici à Grenoble, Vaucanson, etc., etc. Vous avez le premier chien qui date de 1921, ce premier robot, il est électrique. Pourquoi aujourd'hui on est en train de vraiment vouloir les déployer dans notre vie alors qu'on avait le moyen de le faire depuis un moment? Pourquoi on le désire? Alors est-ce que c'est lié à ce dont je parlais juste avant, d'un besoin de réparation sociale? Donc s'il y a ce désir, peut-être y a-t-il beaucoup d'enjeux, peut-être y a-t-il aussi beaucoup de risques qui ne sont pas forcément ceux que la mythologie et ce dont on en avait pensé jusqu'à présent nous y a conduit. Mais par contre, n'oublions pas que peut-être un jour les transhumanistes auront raison et peut-être un jour on obtiendra un point de singularité sur ces machines, mais rappelons-nous que même si nous le percevons comme sujet, ce sont des choses. Ils ne sont pas vivants, ils n'existent pas. Donc la question de la légifération, c'est un autre problème. Et justement, enfin, il n'existe pas dans la vie, de manière vivante. Oui, pardon. Il n'existe pas au sens très primaire du terme. Exister, étymologiquement, c'est avoir vie. Donc, est-ce que cette manière d'encadrer le débat sociétalement ne peut pas être conduite par l'ensemble des partenaires que nous représentons ici, chacun gardant son rôle? Donc les scientifiques sont normalement totalement régis par science sans conscience n'est que ruine de l'âme, sachant que maintenant, et j'espère que Mohamed et Patrick nous diront à quel point on peut cloner le vivant, mais il ne suffit pas de le cloner, hein, quoi faut-il savoir, quel effet ça aura à long terme contextuellement, hein, et c'est là qu'on va devoir encadrer le fait que l'on sait que l'on ne sait pas, mais on va quand même prendre le risque technologique, comme pour le cachet d'aspirine. Et voilà, et ce que nous mettons au centre de cette chaire, c'est une méthodologie où on va construire pas à pas, des modèles qui seront des modèles incarnés, voilà, avec des pots de fleurs ou sans pots de fleurs comme Robert. En tout cas, ils prendront forme. Ils seront ces modèles, ces objets, le résultat de technologie. Hein, Gawain est quand même nettement plus évolué. Le résultat d'hypothèses théoriques. Les données d'observation nous permettront de confirmer ou de complètement transformer ces hypothèses par des boucles agiles très courtes, par les observations. Et chaque pas sera fait en avant de manière conjointe par les acteurs de la société civile, des industriels, et tout est discipliné, discipline académique. Et pour qu'il n'y ait pas de blocage, il faut que ces enjeux soient majeurs afin que tout le monde s'entende et accepte de prendre des risques. Les risques seront partagés collectivement et donc ce sera une ligne de conduite où on aura des zones claires et des zones sombres et on les affrontera ensemble. Et je pense que c'est vraiment ce que cette chaire dans cette fondation veut mettre en avant, c'est le fait que nous devons partager collectivement le devoir de l'éthique. Et que nous avons des méthodologies. La science nous donne ça depuis maintenant le XVIIe siècle.